j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de nouveau des métophobies. Je vais continuer ma petite série, voilà, je suis inspirée, j'ai envie et voilà, j'ai vraiment envie de partager ça donc voilà, donc je continue. Donc là aujourd'hui on va vraiment rentrer, enfin je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer un petit peu ma descente au cours d'un an, ouais, sur à peu près un an et demi, certains événements qui ont, je pense, enfin accéléré et fait que cette descente arrive entre guillemets pas plus vite mais presque, et enfin des plutôt déclencheurs ont redéclenché en fait cette phobie et l'ont déclenché de manière absolument explosive si on peut dire ça comme ça. Voilà, je vais essayer de me rappeler un petit peu voilà, de tout ce que j'ai ressenti, de tout ce qui s'est un petit peu passé dans ma tête, et puis tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si voilà, si c'est ce genre de sujet vous intéresse, vous plaît, c'est voilà, ça motive, enfin voilà, c'est oui, c'est assez motivant, je dois le reconnaître. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit sous la vidéo ou en privé également via Instagram ou autre. Bah voilà, si vous avez besoin de soutien, de choses comme ça, entre phobiques, on peut se soutenir. Si vous avez des questions, si vous avez des personnes dans votre entourage qui vivent ce genre de choses, que vous savez pas forcément comment réagir, il y a toutes ces choses-là aussi qui peuvent rentrer en compte. Et je pense que ce soit l'hémétophobie ou autre chose, on vit plus ou moins la même chose. Bien qu'il y ait différents entre guillemets symptômes, hein, même sur l'hémétophobie, personne va vivre la même chose que moi j'ai vécu et ça ne va pas forcément se déclencher comme moi je l'ai vécu, mais bon, en tout cas voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper de mes aventures YouTube. Alors pour commencer, donc au cours de cette année, je crois à peu près 2016, parce que j'ai dû m'installer à peu près vers là, 2015, enfin je me suis installée, ouais, 2016. Et donc en fait, ce qui est assez marrant, quand j'y pense, c'est que mes phobies ont pris le dessus, ont pris le contrôle sur ma vie, mais quand même, j'ai réussi à me mettre à mon compte avec ça. Donc quelque part, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Ça a été pas bénéfique, mais presque. Enfin, pas bénéfique. En tout cas, voilà, voilà, j'étais d'un côté très bas et quand même j'arrivais un petit peu à prendre le dessus. Bref. Donc en fait, au cours de cette année, il y a eu certains éléments déclencheurs, donc on va dire que ça a été sur mi-novembre 2015, je pense à peu près, parce que si je me suis matriculée, ouais, en mai 2016. Ou en mars 2016, ouais, ou en mai, bref, je sais plus. Et j'ai emménagé avec mon ex à ce moment-là, enfin ouais, tout ça un peu. Donc ça va dire que c'est 2015, 2016, 2017, 2018 bien évidemment. Mais en tout cas, ça a vraiment recommencé, ça s'est vraiment réamplifié là-dessus. Donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, je crois que vous avez un petit peu parlé de quand j'avais rencontré mon ex, tout ça. Voilà, c'était assez chaotique. C'était un petit peu, je pense, quelque part, une relation assez similaire au premier. Où là j'avais eu mes phobies de la mort, tout ça, mais pas du tout mes phobies de vomir, mais en tout cas voilà, des phobies qui étaient vraiment apparues très très fortes avec mon premier copain, enfin quand j'avais 18 ans. Et là bizarrement avec lui, où on avait plus ou moins la même relation, assez pas forcément très saine au final en fait, j'ai envie de dire. Et ben bizarrement elles sont réapparues aussi à ce moment-là. Enfin bon voilà, donc du coup, premier élément vraiment déclencheur, je pense que ça a été au mois de novembre. Mois de novembre 2015, je crois que c'était à peu près au mois de novembre, je me rappelle plus trop des dates, mais où en fait, il y a un couple d'amis de mon ex qui voulait qu'on garde leur petit en week-end. Donc lui, bien évidemment, il avait dit oui, sauf que le petit avait eu de la gastro dans la semaine. Donc apparemment, d'après les parents avaient dit que ça allait mieux. Bon ok, donc du coup, mon ex de là avait accepté. Moi en fait, quand il m'avait dit ça, déjà, j'avais un peu tiqué. Je me rappelle pas qu'avant j'avais vraiment cette peur absolument, enfin voilà, j'avais cette peur hyper intense, mais bon, en tout cas je l'avais. En tout cas là j'ai senti vraiment, je commençais à tiquer, et du coup j'avais fait le choix de ne pas venir avec ma fille ce week-end-là. Donc mon ex l'avait très mal pris, mais bon voilà, c'était comme ça. Et je crois qu'à ce moment-là j'avais déjà dû lui dire que j'avais plus ou moins peur de vomir, mais bien évidemment je ne lui avais pas non plus vraiment dit le fond, parce qu'en fait ni l'importance que ça avait, parce que pour moi à ce moment-là, j'ai envie de dire, ça allait, je gérais, enfin voilà, je pense que j'avais pas l'impression que c'était aussi important en tout cas à ce moment. Bref, du coup ce week-end là, ce samedi là on le garde, sauf que ben, malheureusement on avait un couple d'amis aussi à manger,
Enfin, on avait un couple d'amis à manger, pas du tout, du coup les parents étaient partis. Le petit, voilà, la soirée se passe. Par contre, je lui avais dit, je t'ai averti, ok, t'as accepté, je ne m'occupe de rien, je ne change pas de couche, voilà, je reste assez loin quand même de lui. Toujours sous couvert aussi, entre guillemets, que je voulais pas l'attraper pour pas que la petite l'attrape. Voilà, c'était aussi un petit peu une feinte, c'était surtout pour moi ne pas l'attraper. Après, si ma fille l'attrapait, c'est vrai que c'est pas grave, bien évidemment, je vais pas passer pour la mère, mais voilà, ma fille, si elle vomit, elle réagit pas hyper violemment, elle vomit en plus hyper rarement, je touche ma tête, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, enfin, bref, en tout cas, je crois que j'avais plus ou moins dit cette excuse-là, en tout cas. Et manque de bol, c'est qu'il couche dans le lit par appui de ma fille, et quoi, une demi-heure après, le petit pleure. Et il avait juste vomi dans la chambre, dans le lit de ma fille. Donc là, clairement, voilà, j'ai commencé à paniquer un petit peu, beaucoup même. Donc c'est lui qui s'est bien évidemment débrouillé avec ça. Moi, je devais juste lui amener des choses, mais comment vous dire, j'osais à peine m'approcher de la chambre. Parce que pour moi, je me disais que les microbes, limite, allaient me sauter dessus et que c'était cuit, j'allais l'attraper. Donc voilà, donc ça nous débrouillait. Du coup, moi, là, je lui ai dit, je sais pas comment on appelle les parents, c'est hors de question que je le garde. Qui passe la nuit ici, que voilà, on passe la nuit dans le vomi, non, je veux pas quoi. Enfin, je veux pas, là, à ce moment-là, c'était pas possible. Donc, il a appelé les parents, et les parents, je crois qu'ils étaient là, ils ont mis à peu près 1 heure à arriver parce que c'était assez loin en plus, les pauvres. Et puis, donc, du coup, les parents arrivent, blablabla, il papa, il doit donner à boire au petit, le petit voulait boire, enfin. Et il revomit dans le salon. Et là, ça a été le drame, le gros drame. Bref, donc il avait mis dans le salon, donc ils ont tout nettoyé, bien évidemment. Et puis, je sais plus pourquoi on en est arrivé là, et je sais plus pourquoi est-ce que mon ex est arrivé à lécher le doigt du petit qui venait de mettre son doigt dans la bouche. Donc, comment vous dire que quand vous voyez votre copain faire ça alors qu'il sait que vous avez peur du vomi, et ben en fait vous prenez une vitre, vous l'explosez, ben ça m'a fait ça à l'intérieur. Et là je me suis dit comment est-ce qu'il a pu me faire ça en fait. Clairement, comment vous dire qu'après c'était même pas la peine qu'il pense avoir ne serait-ce qu'un bisou, qu'un contact ou autre. Moi j'ai commencé à flipper, mais à un point que je me suis dit oh bordel. Ça devenait assez intense. Bref, le lendemain moi je suis partie assez tôt. Enfin bon voilà, ça a été assez compliqué. Et en fait, du coup, là j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait en moi. Donc je suis retournée voir une kinésiologue. J'ai recommencé à reprendre, je pense à peu près à ce moment-là, mes séances de kinésiologie pour essayer un petit peu de démonter tout ça. Donc voilà, je sais plus si j'allais régulièrement ou pas, mais il me semble qu'à partir de ce moment-là, déjà quand je commençais à avoir plus ou moins peur de la mort, j'avais commencé à y aller. Et puis bon bref voilà, les mois passent, et là mois de janvier, mon anniversaire, je fais mes 30 ans, il y avait du monde que de la famille le dimanche, et manque de bol, 6 personnes la semaine d'après qui sont malades, plus ou moins des sortes de petites gastro, enfin voilà. Ma mère a fait une intoxication alimentaire une nuit, 2 ou 3 jours après, parce qu'elle avait mangé le gâteau, enfin voilà, qui devait être plus bon. Première partie de nuit catastrophique, et là moi j'ai commencé à clairement perdre pied. Ma phobie de vomir a été a commencé à prendre un petit peu le dessus. Également phobie de la mort aussi. Enfin en fait j'ai commencé à flipper, à ce que ma vie a commencé, je pense vraiment à changer à partir de ce moment-là. Quand je dis changer, c'est-à-dire qu'en fait j'analysais tout, je réfléchissais à tout ce que je faisais, aux risques que je pouvais prendre, que ce soit si j'allais dans une grande surface et qu'il y ait un attentat à ce moment-là par exemple, parce qu'il y avait des attentats avant. Et puis si j'allais faire mes courses et que j'avais envie de vomir ou d'aller aux toilettes, comment j'allais faire. Et si je faisais dans les autres, si j'avais pas le temps d'arriver, la honte, comment j'allais faire. Resto. Donc là je commençais à me dire, oh là mon dieu, si tu vas au resto mais que c'est pas frais et que du coup que t'es malade, comment tu vas faire et que t'es malade là-bas. J'ai commencé à me dire aussi, et si... ben voilà, pense à la gastro aussi. Enfin bon voilà, ça a commencé petit à petit en fait à descendre. On a décidé d'emménager ensemble avec mon ex, donc je crois qu'on a emménagé ensemble ou mai peut-être, avril-mai. Et donc là c'est pareil, je commençais à me dire mais tu vas être incapable de gérer si ta fille elle est malade, comment tu vas faire, t'es une mauvaise mère, tu vas jamais t'en sortir, à peu près tout m'est passé par la tête à ce moment-là.
Donc là j'ai commencé vraiment à sentir que ça devenait assez compliqué. Et donc du coup bien évidemment j'ai continué mes séances de kinésiologie. Alors je sais plus à quel moment, j'ai une de mes sœurs qui m'avait donné le nom d'une personne euh, qui était en il me semble qu'elle, enfin voilà, il y avait écrit guérisseuse, mais elle travaillait tout ce qui était pierre et énergétique. Tout ça, elle remontait un petit peu dans notre famille, tout ce qui était transgénérationnel, choses comme ça. Donc on a réussi un petit peu à apaiser tout ce qui était peur de la mort. Après, il était évident que pour moi, cet été-là, c'était pas de concert. Euh, voilà. Pas d'endroit où il y avait du monde, pas d'endroit où il y avait de la foule. J'avais énormément de mal à me retrouver voilà, dans des endroits comme ça et je les évitais au plus possible. Hein. L'été, du coup, la peur phobie de la gastro, plus ou moins, sachant que c'était un été où il y a eu un petit peu des petites périodes de gastro, mais qui passent absolument inaperçues pour tout le monde. Mais ce qui se passait, c'est que j'ai un site internet qui suit les mouvements épidémiques chaque semaine de la gastro. Et on peut même y aller au jour le jour, et du coup, on voit l'évolution. Et donc, j'ai commencé à y aller assez régulièrement. Voilà. Et à regarder. Et en fait, on va dire que mon stress évoluait en fonction de ça, plus ou moins. Mon niveau de stress, en fait, montait ou descendait en fonction de ça. Donc, voilà, ça a été assez compliqué. Alors à ce moment-là, je me rappelle pas que j'avais vraiment arrêté de manger. Par contre, je commençais à faire attention à analyser ce que je mangeais beaucoup plus. Parce que du coup, j'étais passée en février, quand du coup j'avais fait mon anniversaire, fin janvier, début février, je crois, à la peur de la gastro. Et là, j'étais passée à la peur de l'intoxication alimentaire l'été, parce qu'il faisait chaud. Et également, vu que j'avais vu qu'il y avait certains cas de gastro, également à la gastro l'été. En fait, là, ce qui est assez fascinant, on va dire ça comme ça, parce que comme quoi le cerveau est vraiment bien fait, c'est-à-dire qu'en fait il se modulait suivant les saisons à ce qui pouvait me faire vomir. Donc principalement l'alimentation et les maladies, donc c'est bien évidemment là-dessus que ça jouait. Tout ce qui était prise de cachet, tout ça, si j'avais besoin, bon après j'en prends très rarement entre guillemets, mais je sais pas moi, du simple paracétamol, par exemple j'ai l'habitude de prendre des efferalgan ou de prendre des choses comme ça, ou des doliprane, et je prends pas autre chose. Pour moi c'est assez compliqué, parce que si je regarde la notice et que je vois vomissement, je le prends pas. Voilà, il y a pas mal de choses en fait comme ça que vous commencez à analyser. Vous écoutez les gens parler, vous êtes avec du monde, et ben il est clair que vous regardez dans une pièce qui se lave les mains quand il vient de l'extérieur, et avant de plonger leurs mains où ils ont touché leur volant, leur téléphone, mis peut-être leurs mains dans leurs caleçons, se sont gratté le nez, curé l'oreille ou curé une dent, et qu'après qu'ils viennent plonger leurs mains dégueulasses dans les bols de gâteaux apéritifs. Donc là, vous commencez à ne plus faire l'apéro aussi avec vos amis, ou du moins à ne plus manger, sauf ce qui est entre guillemets individuel et ce qui n'a pas besoin de quand vous trempez une main par exemple dans un bol de cacahuètes ou dans un bol de chips, où vous savez qu'ils en touchent plein d'autres en même temps. Voilà, donc vous évitez de piocher là-dedans, donc vous commencez à moins manger aussi au niveau des apéros. L'été, je lavais absolument tous mes aliments au vinaigre. Et non, même si j'étais pas enceinte, mais pour me dire que ça peut-être tue un petit peu de bactéries. Et j'ai également commencé à laver mes fruits tout ce que je mangeais cru au liquide vaisselle. Voilà. Alors je le faisais pour moi, bien évidemment, je ne le faisais pas pour ma fille, parce que par contre, mon but et ma priorité, c'était de ne pas transmettre ça à ma fille. Donc en fait, je le cachais à beaucoup de monde. Laver mes fruits, clairement liquide vaisselle, il y a très peu de monde qui le voit et qui m'ont vu faire, je pense. Ou alors s'ils le voyaient, en tout cas, ils ne me demandaient rien, mais voilà. En tout cas, je le faisais jamais devant les gens et je préférais ne pas en manger. En fait, voilà, il y a plein de choses comme ça Il y a plein de choses dans votre comportement et dans votre vie que vous mettez à analyser quand vous avez ce genre de phobie. Voilà, surtout, mais je crois que ça a été le pire de regarder les gens en fait faire et la manière dont ils se lavaient les mains, le nombre de gens qui ne se lavent pas les mains quand ils sortent des toilettes, mais même quand vous êtes en soirée, même quand c'est des gens que vous côtoyez tous les week-ends. Mais après, quand c'est pas vraiment vos potes, quand c'est les potes de votre copain ou les potes de potes, on dirait putain, mais gros dégueulasse, tu sors des toilettes, va te laver les mains, bordel. Tu viens te toucher ton machin entre les jambes, mais tu oses foutre ta main dans le bol de cacahuètes. Mais en fait, juste regardez ça, je vous jure que vous ne mangez plus d'apéro. Je vous jure que clairement, vous ne foutez plus vos mains dans vos bols d'apéro, et surtout quand vous êtes phobique. Maintenant, on va dire que ça va un petit peu mieux. Quand je suis au sein de ma famille, maintenant je me gêne plus pour leur dire t'es mignon, tu viens de l'extérieur donc tu te laves les mains.
mais je sais, ça fait pas très longtemps non plus. Donc voilà, donc en fait voilà ma petite descente en fait, on va dire l'été, et en fait l'été je commençais déjà à essayer d'anticiper l'hiver. Donc ça commençait à être assez compliqué pour moi à gérer parce que bien évidemment je commençais à me dire ma fille va rentrer chez la nounou parce que vu que j'habitais avec mon ex j'étais trop loin de chez ma mère pour la faire garder par ma mère, donc qui dit nounou dit enfant, qui dit autre enfant dit possibilité de gastro, dit aussi rame, elle m'avait dit qu'elle est très souvent en rame, donc d'autres enfants aussi, d'autres contacts, donc je me dis ma fille va être malade. Et puis le truc que tous les parents adorent vous raconter c'est de vous dire que de toute façon les enfants sont toujours malades. Voilà, donc en fait quand mes phobies ont pris le dessus je me dis de toute façon c'est obligé elle va être malade quoi. Quand vous êtes avec des parents, les parents passent les trois quarts vont vous dire mais de toute façon mon enfant, à partir du moment où il rentre en crèche ou qu'il va chez la nounou, il s'attrape tout. Bon voilà, écoutez, moi j'en arrive que là ma fille elle a 4 ans et demi, elle a toujours pas eu la varicelle, elle a eu 3-4 rhumes dans l'année. Bon si cette année elle a toussé pendant 3 semaines, un mois, mais comme je pense les 3 quarts des enfants, mais bon voilà sans plus quoi. Donc c'est pareil, un peu une mythe, sauf que moi, un peu un mythe plutôt, et sauf que moi le problème c'est que quand vous êtes phobique, et vous prenez tout pour vous et vous vous dites que ça va arriver. Donc en fait vous avancez dans votre vie et du coup dans vos phobies avec ces croyances là, avec ces fameuses croyances qu'on vous dit que de toute façon votre enfant va être malade, et c'est une obligation, il faut qu'il fasse son immunité et que tous les enfants attrapent tout ce qui passe. Donc bien évidemment, vous avancez avec ça. Donc déjà, j'ai essayé de me dire comment je vais faire. Comment je vais faire si ma fille est malade? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais être capable de gérer? Je vais pas pouvoir... En fait, vous avez 3 milliards de questions qui vous trottent dans la tête en fait. Vous avez 3 milliards de questions qui se passent toujours en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et vous en parlez pas trop parce que vous avez honte, parce que vous avez l'impression de passer pour d'être une mauvaise mère, en fait pas de passer mais d'être une mauvaise mère. Donc vous essayez d'avancer un petit peu comme vous pouvez, vous sortez vos rames et vous commencez à ramer. Donc on va dire que l'été est passé, donc voilà, j'ai commencé un petit peu à me couper, pas des gens, mais un petit peu d'avoir une vie que j'avais avant, donc de sortir, ne serait-ce que d'aller en boîte, d'aller dans un bar, d'aller en resto, ça commence à être compliqué. Voilà, un petit peu ce genre de choses. Ça a même été assez, très compliqué, hein, parce que ouais, ça a été cet été-là, où quand j'étais avec mon ex, où je me rappelle plusieurs fois qu'il me reprochait de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose, quoi. Partir en vacances c'était aussi assez compliqué, donc on avait réservé une maison avec tous ses copains, donc comment vous dire, quand vous retrouvez une dizaine d'adultes dans une maison, c'était assez dur pour moi, avec en plus d'autres enfants, et puis en plus voilà des personnes qui très souvent avaient toujours, enfin pas toujours mais il y en avait une qui était intolérante à je sais plus quoi, qui réagissait à ça, et en fait ce qu'on se rend pas compte c'est que quand on a une personne comme moi, entre guillemets, phobique d'être malade ou de vomir, quand vous entendez ça, vous prenez tout au pied de la lettre et vous vous dites ça lui est arrivé, ça peut aussi m'arriver. Donc, par exemple, j'avais commencé à éliminer tout ce qui était laitage, tout ce qui était à base de lait. Donc déjà, moi qui n'étais pas fan de yaourt, bon c'est pas bien grave, mais tout ce qui était à base de lait, façon de parler, mais par exemple, donc tout ce qui était yaourt, tout ça, j'en mangeais plus. J'avais justement une de ses copines qui avait dit qu'une fois qu'elle avait mangé une glace dans un glacier, elle avait fini aux toilettes 5 minutes après parce que elle supportait plus le lait, du coup j'avais arrêté de manger des crèmes glacées, moi qui adorais ça. Donc je me prenais que des sorbets, truc un peu relou, parce que tous les bons trucs au caramel beurre salé, ou avec plein de chocolat, ou la glace Vercors, tout ça, c'est pas des sorbets. Donc c'est bon, hein, c'est très bon, mais c'est... voilà. Mais du coup j'avais arrêté tout ça, le fromage, alors que je mangeais des bonnes tomes ou des bonnes choses comme ça, pas des fromages très forts, mais du bleu, tout ça. Et voilà, j'ai commencé à arrêter d'en manger. Et puis pour éviter d'expliquer tout ça aux gens, vous dites que vous aimez pas. Donc c'est pareil, vous vous retrouvez avec une dizaine de personnes, et puis vous faites des courses, et puis qu'est-ce qu'on mange? Donc du coup vous évitez de trop vous montrer quand on vous demande ça, de trop donner votre avis, et puis après du coup vous mangez que ce que vous sentez plus ou moins, et puis vous brodez des non j'aime pas. Donc en fait vous pensez par la chieuse de service en disant que vous aimez pas, sauf qu'en fait la vraie raison c'est pas que vous aimez pas parce que vous aimez et que vous rêveriez de manger tout ça, c'est juste que en fait vous avez tellement peur d'être malade que vous êtes plus capable de le manger. Donc c'est assez compliqué, et en fait petit à petit ça vous amène dans une sorte d'isolement, parce que vous commencez à vous éloigner des gens et vous commencez en fait à plus avoir envie de sortir, à plus avoir envie d'aller manger chez des gens, parce que déjà voilà, il faut passer déjà l'étape de l'apéro, donc c'est un peu compliqué. Il faut après passer le repas,
et quand vous êtes 4 ou 10 autour d'une table, il y a toujours un connard qui vient vous faire chier. Excusez-moi de parler comme ça parce que c'est vraiment le terme en me disant bah pourquoi tu manges pas? Mais t'as pas faim? Mais pourquoi t'as pas faim? Mais il faut que tu manges, regarde, t'es toute maigre. Bah oui, connard, tu regardes ton ventre, tu vas d'arrêter de manger. Non, c'est pas vrai, je ne pense pas ça en plus, mais il y a des fois vous avez vraiment envie de leur envoyer ça dans la tronche parce que c'est très pénible en fait. Vraiment, vraiment très pénible. C'est que chacun peut manger comme il a envie. Et c'est le problème, c'est que c'est un petit peu quelque chose qu'on ne respecte pas, c'est qu'il y a tellement un culte de la bouffe en France qu'il faut manger, il faut bien manger, il faut se mettre à table et manger avec plein de monde et qu'en fait si vous n'avez pas très faim, si vous avez un petit estomac, si vous êtes quelqu'un qui mangeait beaucoup, qui est assez fort, parce qu'en fin de compte, au final, les très maigres, enfin très minces comme moi, on a les mêmes problèmes que les personnes qui sont fortes. C'est qu'en fait, vous êtes jugé sur votre assiette, en fait, et on regarde. Les gens regardent ce que vous mangez, regardent votre manière de manger, et ne vous foutent pas la paix, parce que certains se permettent certaines réflexions, justement, du fait qu'on ne mange pas beaucoup, ou du fait qu'on mange trop. Mais ils se disent pas que derrière, il y a peut-être une personne qui souffre en fait, qui est réellement en souffrance, qui rêverait de leur arracher leur putain d'assiette des mains et de la dévorer, sauf qu'à un moment donné, votre cerveau bloque. Pour moi, ça c'est un gros problème et maintenant, entre guillemets, je me gêne pas de remballer les gens quand on me fait certaines réflexions ou quand j'entends certaines réflexions faites à d'autres. Parce qu'on s'imagine pas ce qui se cache derrière les personnes qu'on a en face de nous. Parce qu'on s'imagine pas tout ce qu'on peut cacher avec des sourires. J'ai caché en fait toute cette énorme souffrance à mes proches pendant assez longtemps. J'ai touché le fond en cachant la moitié ou les 3/4 des choses de ce que je vivais à l'intérieur de moi à mes proches. Je pense qu'ils ne se sont pas imaginé ma détresse. Avant que j'arrive à leur en parler, donc on va dire quand j'ai commencé petit à petit à aller mieux. Donc en fait, ça m'énerve tellement d'entendre des gens, mais mêlez-vous, mais que chacun se mêle de son assiette et de ce qu'il mange. On est libre de manger ce qu'on a envie, de manger de la mauvaise nourriture si on a envie, de manger des herbes germées ou des graines germées ou tout ce que vous voulez. Chacun est libre. Et qu'on foute la paix aux gens avec ce qu'ils mangent dans leur assiette. Mais malheureusement, c'est pas ça. C'est qu'il faut que toujours que les gens se mêlent de ce que vous mangez. Et en fait, ça arrive qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas envie d'accepter les invitations. J'ai, durant cette année-là, donc on va dire durant l'année 2016 et début 2017, et voire même milieu 2017, refusé énormément d'invitations en donnant des excuses que j'étais pas bien, que j'étais trop fatiguée, ou que j'avais quelque chose de prévu, ou que la petite était malade. Excuse-moi chérie. Mais voilà. Parce que je me sentais juste pas capable en fait d'affronter tout ça. Et d'affronter les gens. Donc en fait, obligatoirement, au bout d'un moment, vous vous isolez. Vous vous isolez pour qu'on vous foute la paix. Vous vous isolez parce que je pense que vous maigrissez aussi. Et que les gens commencent à la voir un peu, donc les réflexions, t'as maigri hein. Bah ouais, je sais, merci, j'ai un miroir aussi chez moi. Certes pas de balance, mais un miroir. J'ai des vêtements aussi qui me le disent. Mais le problème c'est que voilà, j'ai fait le choix en fait, moi, face à cette phobie de pas prendre le côté médicament. Donc j'ai lutté en fait en n'allant pas voir un médecin généraliste. Mon médecin généraliste, je savais peut-être plus ou moins, mais bon, sans plus, j'ai jamais trop abordé le sujet avec elle. Vraiment des phobies. Parce que je ne voulais pas avoir des cachets. Je ne voulais pas avoir d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques parce que je sais très bien que j'allais voir un médecin généraliste et ce qu'on allait me donner. Donc voilà, je voulais pas tomber là-dedans parce que je voulais continuer entre guillemets à gérer. Et pour moi en fait ce genre de cachet, alors je sais pas, j'en ai jamais pris hein, mais le peu que j'avais pu entendre en fait, vous êtes une loque mais c'est assez compliqué quoi. Et puis surtout vous pouvez en devenir dépendant, donc voilà, j'avais pas du tout envie. Bref, c'est un choix très personnel, donc qui est peut-être pas forcément le plus facile que j'ai pris, mais en tout cas c'est moi mon chemin. Donc quand j'ai vu que du coup donc je continuais ce travail avec la guérisseuse et puis bon au bout d'un moment je voyais qu'au niveau de la nourriture en fait ça s'accentuait de plus en plus. J'ai réglé tout ce qui était problème de mort. Mais voilà, par exemple, par contre, la phobie de vomir s'intensifiait de plus en plus et de plus en plus qu'on arrivait l'hiver, qu'on rentrait dans l'hiver en fait. Puis bien évidemment sur ma petite application, oui,
les cas de gastro grossissaient. Et puis du coup les gens adoraient mettre sur Facebook qu'ils avaient la gastro. Donc comment vous dire que j'ai arrêté. Alors j'ai pas forcément supprimé les gens, mais j'ai arrêté de voir leurs publications en fait. Sur Facebook, je sais plus ce que c'était, mais en gros ne plus voir ne plus voir en fait ce que postent les gens, parce que tout simplement je supportais plus de voir ça, et qu'il y a souvent, c'est souvent plus ou moins les mêmes qui vous mettent ça plusieurs fois dans l'année, et puis qu'en plus qui adorent raconter tous les détails de ce qui s'est passé pendant leur nuit de gastro, pendant la nuit de leur enfant en fait. Voilà, je sais pas. Alors je sais pas trop ce qu'ils attendent en mettant ça. Si réellement il y a un intérêt de dire qu'on a un rhume, une gastro ou une grippe sur internet, partager leur expérience peut-être. J'en sais rien. Bref, j'ai toujours pas compris, mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai fait un petit peu un tri d'amis. Mais du coup, c'est pareil en fait. À chaque fois que quelqu'un arrive, puis alors ça c'est pareil. Il y en a qui ont eu la gastro la veille, enfin qui ont été malades, puis qui arrivent, qui me font la bise. Ah, en fait, j'étais malade comme un chien hier. Connard, et tu viens de me faire la bise là en fait. Comment te dire, à quel moment je t'éclate? Tu viens de me faire la bise en plus, t'as mis tes mains dans le bol. Oh, grand Dieu merci, je n'en prenais plus. Avec tes mains dégueulasses que tu t'es pas lavé, qu'aussi bien tu t'as fait je sais pas trop quoi juste avant de venir et ouais, bon, voilà. C'est malheureusement c'est un peu ça. Les gens adorent faire ça, je comprends toujours pas. Je pense que je vais arriver à un moment donné où l'hiver je vais dire je ne fais plus la bise à personne. Comme ça au moins on est tranquille. Et on en discute avec une cliente et là, on arrive un petit peu au même truc. Comme vous avez la grippe ou un gros rhume et que vous toussez sur les autres, enfin voilà. Donc encore ça me gêne pas de l'avoir, enfin voilà, mais bref. Donc voilà, donc en fait, donc je reviens que du coup, donc moi j'avais plus pourquoi j'en étais arrivée à ça. Bref, donc du coup voilà, on rentrait dans l'hiver, les cas de gastro avançaient, et là, arrivé au mois de novembre, je me suis dit putain, je vais pas gérer quoi. Je vais pas pouvoir rester comme ça à flipper de tout. La seule chose que j'arrivais à faire, c'était aller bosser. Et encore c'est pareil, quand vous avez une cliente qui arrive et qui vous dit ah j'ai eu la gastro, ah. Et là du coup, en fait à chaque fois qu'on me disait ça, je m'arrêtais de manger. C'est-à-dire qu'en fait à ce moment-là, mon alimentation c'était du jambon blanc, du pain, du beurre, je buvais du thé, je mangeais des tomates, du riz, des pâtes. Je crois que c'était à peu près tout. Je mangeais des compotes, des pommes, des gâteaux secs et peut-être des bonbons un petit peu de temps en temps. Ouais, je mangeais des bonbons un petit peu de temps en temps, un cachet de ma fille. Mais voilà, je crois que c'était à peu près tout. Sauf que dès que j'entendais quelqu'un qui disait qu'il y avait de la gastro la veille, ou que voilà, et ben j'étais capable de m'arrêter de manger pendant plusieurs jours. Enfin, m'arrêter de manger. Je diminuais encore plus les quantités pour essayer d'avoir le moins de choses possible dans le ventre. Ce qui est assez vicieux parce que plus vous avez, en fait, vous avez une phase quand vous avez faim, c'est que vous avez envie de vomir. Donc, et cette phase elle peut être assez intense et vous pouvez vraiment avoir envie de vomir. Donc chose qui est assez contradictoire parce que du coup vous êtes mal comme un chien. Mais je ne mangeais pas pour autant. Je commençais à me réveiller tous les jours à 5h du matin parce que j'avais faim, parce que mon corps avait faim. Sauf que ça j'avais mis du temps à comprendre quand même pourquoi je me réveillais, donc je dormais très mal. Et depuis quelques temps en fait j'étais mieux à dormir toute seule, donc je dormais sur un canapé. Donc comment vous dire que votre vie de couple aussi en prend un coup. Donc je crois que j'avais commencé à en parler, je crois que mon copain, vous savez plus ou moins les raisons, mais sans... En fait j'ai jamais vraiment dit ce que je ressentais au plus profond de moi, donc je pense que... Je sais pas, soit les gens n'ont pas envie de le voir, soit les gens je vois pas, mais se rendent pas compte réellement de votre état le plus profond. Bref, arrivé au mois de novembre, quand vraiment je me suis dit bon, faut vraiment que tu essaies autre chose, parce que la personne avec qui du coup que j'allais voir, j'avançais pas vraiment là-dedans. Pareil, la même sœur me donne le nom d'une personne qui va avoir dans les vies antérieures, donc ça va sûrement en faire rire plus d'un. Mais en tout cas, c'est une réalité, j'ai essayé ça, donc une expérience absolument, j'ai envie de dire exceptionnelle en tout cas. Moi je crois à tout ça, vous allez voir, voilà, je suis très branchée là-dedans. Et en même temps, c'est certaines choses, c'est ce genre de, on va dire, de médecine-là, on va pas appeler ça une médecine, je pense qu'ils vont hurler, mais en tout cas de cette façon de soigner-là qui, moi, m'a sauvée, entre guillemets. Enfin, en tout cas, pas cette personne-là. Donc, en tout cas, voilà, je suis allée la voir une fois. Bon, j'ai fait une séance, une personne absolument adorable, très gentille, qui m'a conseillé 2-3 fois après parce que j'étais tellement mal. Mais toujours pas de résultat. Et moi, plus ça allait et plus je m'enfonçais dans mon mal-être. Et je me rappellerai toujours qu'à un moment donné, je pense après être allée la voir elle, où là j'en pouvais plus, je commençais à être assez faible, vous commencez à sentir, alors j'ai pas de balance mais bien heureusement, vous n'aimez pas, vous sentez que vous commencez à vous essouffler un peu plus vite, que vous avez petit à petit vous perdez un peu plus de force,
Et donc vous commencez à être quand même pas hyper flamme. Et je me rappellerai toujours, il y a un jour où j'ai dit à mon ex, écoute là je pense que tu vas m'amener à l'hôpital parce que je gère plus du tout. Il y a un moment donné où je savais pas trop comment j'allais finir en fait. J'étais partagée entre le fait où j'avais plus vraiment la force de continuer à me battre contre moi-même et que bah oui peut-être que la solution c'était tout simplement d'aller chercher et ben qu'on m'aide à m'alimenter et du coup bah, en même temps je savais qu'on me donnerait sûrement des cachets et en même temps j'étais partagée par le fait de me dire non tu peux pas baisser les bras maintenant donc tu vas essayer de trouver d'autres choses et en fait du coup alors lui malheureusement la seule réponse qu'il a su me trouver ce soir là c'était t'as qu'à arrêter au lieu de continuer avec tes trucs de quoi de new age, de perché ou de gourou, enfin bon les trucs voilà que t'as qu'à aller voir un médecin ou un psychiatre et voilà. Donc voilà, ça a encore été un sujet de dispute. Là, le moment où vous avez le plus besoin de soutien et d'être rassuré, ben voilà ce que vous trouvez en face de vous, donc assez compliqué d'en parler quand même, hein, je dois le reconnaître. Et j'ai donc décidé en fait de repartir, on va dire, sur des thérapeutes, sur une thérapeute plus traditionnelle, d'aller voir une psychologue. Alors je crois qu'elle faisait aussi un petit peu de kinésiologie et je sais plus trop quoi d'autre. Donc je l'ai contactée cette personne-là et j'ai commencé les séances au mois de décembre. Donc clairement voilà, après ça prend du temps, hein. Le mois de décembre a été compliqué, les fêtes en famille, tout le monde mélangé, enfin bon voilà, il faut se retrouver au milieu de tout le monde. Voilà, ça a été très compliqué. Ça faisait mon deuxième Noël que je passais, un petit peu compliqué. Vous vous retenez de manger tout, vous voyez le saumon, le foie gras qui me faisait de l'œil, les œufs de lin, qui m'appelait, voilà, tout ça, mais que non, toujours pas, je ne mangeais pas. Donc un petit bout de pain, tout petit bout de viande, voilà. Dur, enfin assez compliqué. Et donc du coup, j'avais commencé mes séances, donc je sais plus, je crois que j'y allais 2 fois par mois. Donc on avait quand même commencé à réussir à débloquer pas mal de choses, mais je me rappelle la toute première séance, elle m'avait dit, bon si jamais, donc j'avais expliqué mon parcours, tout ce que j'avais fait, les personnes que j'étais allée voir, et elle m'avait dit, ben vu que vous êtes assez ouverte, de thérapeute, on va dire parallèle, et ben si jamais je vois que j'arrive pas à débloquer, je vous enverrai vers d'autres personnes. Donc voilà, donc on a commencé en fait un travail, j'ai commencé un travail avec cette personne-là à partir du mois de décembre et ça a duré jusqu'au mois d'avril. J'ai eu plus ou moins des résultats, en tout cas ça n'a pas empiré, on va dire que c'est resté plus ou moins constant. En termes de mes proches et tout ça, ça a été assez... Je crois que personne ne savait non plus, enfin on savait mais sans savoir en fait, personne ne me posait trop de questions. En fait c'est ça qui est assez déstabilisant, c'est que vous vous dites que les gens savent ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie, mais personne ne vous pose des questions en fait. Je crois que tout le long où j'ai pas été bien en fait, pendant un an et demi, jamais personne m'a réellement demandé comment ça allait et je crois que c'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai aussi envie de faire ces vidéos parce que vous vous sentez mais tellement seul, même si vous avez du monde autour de vous, entre guillemets, hein, mais vous vous sentez tellement seul en fait et désemparé face à vous-même. Parce que clairement, en fait, ce genre de phobie, c'est réellement un combat contre soi-même. C'est d'essayer aussi de comprendre pourquoi, c'est d'essayer de vous dire des fois que c'est injuste, parce que pourquoi ça vous arrive à vous, mais bon, après en même temps, voilà, il y a plein de choses qui arrivent à plein d'autres personnes qui sont beaucoup plus graves, entre guillemets. Mais c'est quand même quelque chose, j'ai envie de dire, qui est pas anodin. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une maladie ? J'ai envie de dire peut-être un petit peu parce que ça peut vraiment vous faire descendre très bas. Et je crois que j'ai, enfin entre guillemets, la chance de pas avoir une âme... de pas me laisser couler parce que je peux comprendre le désespoir de certaines personnes qui peuvent les pousser à faire certains gestes irréversibles. Parce que... clairement, à un moment donné, je me suis dit... Alors, enfin, je l'ai pas pensé, je sais pas comment dire. Je me suis jamais dit que j'allais mettre fin à mes jours parce que bah, déjà j'avais peur de mourir, donc je pouvais pas me dire ça. Mais il y a un moment donné, je me suis demandé comment j'allais finir.
Et bien évidemment pour ma fille, je me suis dit tu peux pas baisser les bras, elle a que toi, vu que mon ex n'est pas son père. Elle a que toi, donc tu peux pas, il faut que tu continues à te battre en fait pour elle quoi. Mais oui, clairement à un moment donné, je me suis vue vraiment descendre très très bas et pas réussir à me relever. Hein. Ça a été c'est assez difficile en fait de sentir qu'on gère plus rien. On trouve ouais, quand quelque part on gère plus rien. C'est assez marrant parce que vous êtes et dans le contrôle d'un côté, donc dans le contrôle de cacher en fait vraiment votre phobie, et dans tout le reste où votre cerveau ne contrôle absolument plus rien du tout enfin, où votre cerveau plutôt prend le contrôle de tout en fait, de votre vie et de tout ça. C'est assez étrange en fait cette balance en fait qu'il y a entre nous-mêmes. Je sais pas si je suis très claire, je sais pas si... mais je pense que de toute façon les seules personnes qui vont me comprendre c'est vraiment les personnes qui vivent des phobies. Hein. Mais voilà, ouais, c'est vraiment pour moi c'est vraiment un réel combat. Tout ce qui est phobie ou crise d'angoisse et tout ça, c'est vraiment un état qui est assez difficile à expliquer, mais qui vous fait vraiment descendre très 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 bas, parce que bien évidemment et ben en plus de pas être bien, enfin, moi du coup mon corps plus ça allait, plus je maigrissais, je sais pas, j'ai peut-être dû descendre à 39 kilos, quelque chose comme ça, voire peut-être même 38, mais plus je maigrissais et plus je détestais mon corps, et moi je me trouvais jolie. Alors déjà que j'ai jamais été quelqu'un qui avait une grande confiance en elle, mais alors là c'était de pire en pire. Après votre entourage, enfin la personne avec qui j'étais, enfin bref, voilà. C'était assez compliqué, enfin voilà, ça a dégradé pas mal de relations aussi, ma relation aussi en couple, bon en même temps je pense que sans ça elle aurait pas duré guère plus que ce qu'elle a duré, mais voilà, c'est pour ça qu'en fait j'ai vraiment envie de faire ces vidéos, c'est vraiment pour essayer enfin voilà, en tout cas pour que les gens qui vivent ça ne se sentent pas seuls, tout simplement parce que je sais ce que c'est que de se sentir si seul en fait dans votre combat et de pas réussir à vous en sortir et de vous dire que la seule chose que vous auriez envie c'est que quelqu'un à un moment donné, une fois, vous prenne dans ses bras et vous dise mais t'inquiète pas, ça va aller. Même s'ils n'en savent pas plus que vous, mais juste t'inquiète pas, ça va aller, parce que malheureusement les gens ne peuvent rien faire et ne peuvent pas vous sortir entre guillemets de ça. C'est pas possible, c'est vous et vous savez qui allez pouvoir vous en sortir. Mais ouais, moi à ce moment-là, je me suis vraiment sentie, mais je crois que j'ai pas vraiment vu d'issue en fait, j'ai pas vraiment cru. Voilà. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter pour cette vidéo parce que je crois qu'elle est assez longue. J'en ferai une autre que je me posterai, je pense, je vais la poster tous les dimanches, j'en poster une tous les dimanches. Où du coup je continuerai, je vous expliquerai un petit peu moi mes démarches avec la psychologue, comment ça s'est passé, et ce qui s'en en suivi. Voilà, c'est peut-être un peu brouillon ces vidéos, mais en fait j'essaie vraiment de vous parler comme ça me vient, comme j'ai envie de le dire, et voilà, je structure pas du tout, hein, je cherche pas du tout à structurer, je veux vraiment vous parler voilà, comme ça vient en fait. Clairement comme ça vient, ce que j'ai envie de vous dire, donc peut-être que des fois je suis pas très claire. Peut-être que des fois je reviens à un sujet, je repars à un autre et j'en suis désolée, mais j'ai pas du tout envie de structurer, enfin voilà, j'ai pas du tout envie de réfléchir à ce que je vais vous dire, mais parce que sinon c'est pas, enfin pour moi voilà, ça serait pas vrai, ça serait pas, enfin pas sincère, mais bref, voilà, j'ai pas envie, c'est tout, c'est comme ça. Je veux juste vous faire ça, vraiment vous parler avec le cœur et réellement voilà ce qui me revient moi. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, du coup, plus je vous parle et plus en fait à chaque fois j'ai des souvenirs qui reviennent et je ressens les sensations, mais voilà, je me rappelle plus ou moins dans l'état où ça a pu me mettre. Et du coup, je préfère ça que de me sentir obligée de me dire bon, alors attends, il faut que tu dis ça comme ça et ça comme ça, sinon elles vont pas comprendre. Si elles ou ils vont pas comprendre. Donc non, pour moi, c'est pas possible de faire ça comme ça. Je préfère vous le dire comme ça. Voilà, je sais pas ce que ça vous aura apporté cette vidéo, hein, peut-être j'ai envie de dire pas grand chose, mais qu'en tout cas voilà, je le répète et je le redirai jamais assez, vous êtes pas seul à vivre ce genre de choses pour ceux qui le vivent, mais vraiment pas. On peut s'en sortir, on peut même s'en sortir plus fort, sortir plus fort de cette expérience, parce qu'il faut essayer de vivre ça comme une expérience, comme une sorte de pas de petit défi, mais une expérience que la vie vous met sur votre chemin entre guillemets de vie, parce que peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent pas correctement dans votre vie à ce moment-là et qu'il faut vivre ça pour en sortir différent.
Après ça demande beaucoup de questionnements, hein, ça demande de se poser beaucoup de questionnements et moi je regretterai jamais au final le chemin que j'ai fait le choix de prendre, même si c'est peut-être pas forcément le plus facile, en termes de thérapie et tout ça, parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur énormément de choses, ça m'a vraiment permis de me poser énormément de questions sur moi-même, sur ma vie, sur ce que je veux, ce que je veux plus, sur voilà. Ça m'a débloqué énormément de choses bien évidemment, et là, au bout d'un an et demi, j'ai très rapidement repris une vie normale, hein, clairement, mais voilà, au bout d'un an et demi, il y a de plus en plus de choses qui se libèrent, j'ouvre les yeux sur de plus en plus de choses et je vois les choses mais tellement, tellement, tellement différemment maintenant que pour moi, je ne regarde pas ça. Ça a été une période difficile de ma vie, mais ça a été une période qui m'a fait devenir, qui est en train de, voilà, de me faire évoluer dans ma vie. Donc au final, d'une période difficile, en fait, eh ben, il faut toujours réussir à en tirer quelque part le positif. Parce que sans ça, eh ben, j'aurais pas rencontré, j'aurais pas évolué comme j'ai évolué, je pense. Donc au final, voilà, c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vous en parle pas en mode dépité, en mode parce que j'ai pas envie, parce que si cette expérience, elle s'est trouvée là à ce moment-là, c'est que ben la vie essayait tout simplement pour moi de me dire quelque chose. Voilà, et que ben, j'avais pas su interpréter tout au long de ces années-là, et au premier, pas 10 ans avant, mais non, pas 10 ans avant, mais 5-6 ans avant en tout cas. Et que là, bah, il était peut-être temps que vraiment je prenne conscience de certaines choses en tout cas. Voilà, je sais pas si pareil, ça aussi c'est clair, moi je me comprends, mais bon voilà. Bon écoutez, je parle pas plus, sinon elle va être hyper longue cette vidéo et j'en suis désolée. Voilà, écoutez, je vous dis juste de prendre grand soin de vous. En tout cas pour ceux qui regardent cette vidéo, et je sais parce que j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur la première vidéo, lâchez rien, si j'ai réussi à m'en sortir, c'est que tout le monde est capable de le faire. Il faut juste le vouloir, il faut juste être prêt aussi je pense, parce que mine de rien, il y a certains cheminements qui... C'est pas non plus tout rose derrière, mais c'est pour que ça le devienne, en tout cas, beaucoup plus serein, et c'est possible. C'est possible de s'en sortir, je le redis et je le redirai jamais assez parce que moi je ne l'ai pas entendu quand j'étais au fond. Voilà, je reviendrai peut-être sur certaines choses que j'ai oublié de vous dire en tout cas, mais voilà, il est possible de s'en sortir, n'en doutez pas. C'est pour moi c'est vraiment le principal. Il faut pas en douter, le chemin va peut-être être long, mais si vraiment vous avez envie, c'est possible. Voilà, c'est tout. Et si je peux vous faire un gros câlin, si personne vous le fait, et ben je vous le ferai, si voilà, à travers même la vidéo s'il faut, et vous dire que tout va bien se passer pour vous, et qu'il n'y a aucune raison que vous ne réussissez pas à vous en sortir. Voilà, c'est vraiment ça, le message en tout cas de ces vidéos, c'est que je veux vous raconter, voilà, moi ce que j'ai vécu, moi ce qui s'est passé pour donner espoir et pour ben, peut-être faire découvrir certaines thérapies à d'autres, certaines façons de voir la vie aussi peut-être qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à voir. Après peut-être que d'autres vont penser que j'ai un raisonnement complètement perché et que le mieux c'est la médecine générale, mais peut-être chacun est libre de penser comme il veut. Moi je veux juste vous partager mon expérience, les cheminements que j'ai eus, c'est pour ça que je fais plusieurs vidéos, les cheminements que j'ai eus, là où ça m'a mené maintenant, là où ça m'a sensibilisé sur certaines choses, voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je vois plein de choses plus du tout pareilles, et je ne m'intéresse plus vraiment aussi aux mêmes choses, et que c'est pas parce que j'aime les choses très futiles comme la beauté, le maquillage, les produits cosmétiques que ça veut dire que j'ai ce côté très superficiel aussi non plus. À côté de ça, j'adore le yoga, j'adore la méditation, je suis en train de me mettre à fond dans le yoga, à fond dans la méditation parce que ça m'apporte énormément. Je vais essayer aussi de changer mon alimentation, d'essayer de manger beaucoup plus sainement, parce que là du coup c'est redevenu pas du grand n'importe quoi, mais bon voilà. Voilà, je vais essayer d'évoluer. Voilà, maintenant j'arrive à évoluer vraiment différemment et je chemine différemment, et j'en suis juste super contente et heureuse, et ça débloque également aussi plein de choses. Donc voilà, il faut juste être prêt à s'en sortir et prêt à vouloir voir ce que la vie essaie de nous dire en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce que ça vous arrive ça à ce moment-là dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait plus? Voilà.
moi au fil du temps et au fil voilà, déjà ne serait-ce que de vous le raconter et de faire le travail que je fais sur moi depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, enfin bientôt 2 ans même. Par exemple, voilà, j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai capté il n'y a pas si longtemps que ça que mes 2 grosses crises de phobie sont apparues avec mes 2 relations les plus chaotiques que j'ai eues avec des hommes. Quand j'ai été seule, quand j'ai été avec des hommes, surtout dont un qui a été assez bienveillant, qui était calme, et ben ça a été complètement différent. Les phobies n'ont pas été là. J'avais une vie absolument normale. Je mangeais des gratins de ravioles à quasiment tous les repas. Parce qu'il adorait ça. Mais avec plein de crème et plein de lardons. Et ben voilà. C'est... Il y a peut-être juste certaines... Voilà. La vie, pour moi, la vie vous fait passer certains messages au travers de certaines expériences. Je dis bien au travers de certaines. Il y a certaines expériences qui... Voilà. Je sais pas si je serais capable d'avoir le recul que j'ai à l'heure d'aujourd'hui sur moi, ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, mais en tout cas, c'est comme les burn-out, c'est comme plein de choses. Enfin bon, voilà. Bon allez, j'arrête de parler sur ça parce que je ne vais pas m'arrêter. Clairement, je ne vais pas m'arrêter. Donc, prenez grand soin de vous et n'hésitez pas encore. J'insisterai jamais assez sous chacune de mes vidéos, que ce soit la beauté que j'aime et qui me passionne énormément, que ce soit des vidéos là-dessus, que ce soit sous l'augmentation mammaire, sous plein de choses. Voilà, mon but c'est vraiment de vous soutenir, de vous aider, de partager plein de choses. Voilà, allez, sur ce, passez une très belle journée, je pense, quand je publierai cette vidéo. Je pense, vu qu'on est samedi soir, ce sera sûrement demain matin. Donc passez une très bonne journée, une très belle journée. Et puis je vous dis à très vite pour prochaine sûrement vidéo make-up. Et puis dimanche prochain, on continuera à papoter sur les métophobie. Bye bye, bisous bisous.